Salut les petits joueurs, c'est Yas. Vous vous êtes toujours déjà posé des questions sur vos jeux vidéo préférés? Cette semaine, on va rire. Je vous ai dégoté quelques anecdotes croustillantes qui vont vous secouer la tête. Si vous êtes prêts à être bluffés, à crier NANI ou simplement à dire ceci est étonnant et tout bonnement incroyable, vous êtes au bon endroit. Mais avant tout, comme d'habitude, blablabla abonnez-vous, blablabla likez pour toujours plus de rire. Allez, installez-vous, attrapez votre manette, souriez. C'est parti pour les faits les plus croustillants sur vos jeux vidéo préférés. Ou sur les jeux vidéo que vous avez aimés. Ou même les jeux vidéo que vous n'avez pas aimés. Enfin, vous avez compris. On va relater les origines du design de Pac-Man, le mec le plus affamé de l'univers des jeux vidéo. Alors imaginez-vous dans les années 70, à une époque où les salles d'arcade étaient the place to be, Toru Iwatani, le cerveau derrière Pac-Man, était en train de déguster une pizza dans une petite pizzeria japonaise, mais ce n'était pas une pizza ordinaire. Une part manquante a captivé l'imagination débordante d'Iwatani. Il s'est dit, et si cette pizza essayait de bouffer les autres morceaux qui lui manquent? C'était le moment où la magie a opéré, les étoiles se sont alignées, et Pac-Man est né. On pénètre dans l'histoire de la naissance accidentelle du plombier le plus célèbre de l'univers gaming, Mario. On est dans les années 80, une époque de moustaches épiques et de sauts incroyables. Notre héros du jour, Shigeru Miyamoto, le cerveau derrière Mario évidemment, était en plein brainstorming avec son équipe. Ils étaient en mode créatif, cherchant à donner vie à un personnage qui deviendrait une légende du gaming. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Miyamoto, face aux limitations graphiques de l'époque, décide de rendre le nez de son personnage plus visible en ajoutant une moustache. Parce que soyons honnêtes, qui ne serait pas plus cool avec une moustache? Et concernant le choix du chapeau de plombier, eh ben c'était tout simplement pour simplifier la conception du visage. On peut imaginer Miyamoto en train de dire « Les gars, on veut que les joueurs se concentrent sur le jeu, pas sur la complexité du visage de notre héros. Donnons-lui un chapeau et hop, le tour est joué ». Et voilà comment par une série d'accidents créatifs et de décisions de design simples, Mario est né. C'était comme si Miyamoto avait jeté les dés de la créativité et avait obtenu le combo parfait pour créer l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. On va parler de notre petite boule de lumière préférée, Navi, dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Alors vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils ont appelé ce petit compagnon agité Navi? Alors attention, c'est très technique, le nom Navi vient de navigation. Navi, c'est le GPS de Link dans le monde de Zelda. Imaginez Link en train de se perdre pour la énième fois dans la forêt Kokiri, cherchant le chemin du temple du temps, et là, Navi s'allume, clignote et vous dit « Écoutez, tournez à gauche à l'arbre déraciné et vous y êtes ». Elle n'a peut-être pas de carte, mais elle a certainement le sens de l'orientation. Merci Navi pour toutes ces années de navigation dans le royaume d'Hyrule. Lara Croft et son lien secret avec l'archéologue au chapeau Indiana Jones. Vous vous demandez peut-être comment notre chère Lara Croft est née. Toby Gard, le créateur de Tomb Raider, a eu une idée qui vaut son pesant d'or. Il s'est dit, pourquoi ne pas prendre ce cher Indiana Jones, le décoiffer un peu, et en faire une aventurière au féminin? Et voilà, Lara Croft est née avec son sens de l'aventure, ses acrobaties dignes d'une gymnaste olympique, et bien sûr son amour pour les trésors enfouis. C'est comme si Indiana Jones avait placé le flambeau à une version plus stylée et sans peur. Lara Croft à la recherche du Saint Graal avec une touche de glamour. Les développeurs ont dit bye bye Indiana, bonjour Lara. Ils ont pris le meilleur de l'archéologie, ont ajouté une pincée de charme britannique, et voilà comment une nouvelle icône du jeu vidéo est née. Merci Toby Gard d'avoir créé une héroïne qui a fait vibrer nos cœurs d'aventuriers virtuels. Les noms de vos Pokémon préférés ne sortent pas de nulle part, ils ont une signification bien pensée. Imaginez les créateurs de Pokémon en train de se dire « Bon, comment on appellerait ces petites bêtes fantastiques ?» Prenons Pikachu, notre souris électrique préférée. Son nom est un combo japonais de Pika, le bruit d'une étincelle, et Chu, le son qu'émet une souris. C'est comme si Pikachu disait « étincelle souris » à chaque coup de tonnerre. C'est tellement mignon que ça pourrait faire fondre même le cœur le plus glacial de la Team Rocket. Et Bulbizarre, son nom est un savant mélange de bulbe, ampoule en anglais, et bizarre. C'est comme si on avait combiné une ampoule avec un soupçon d'étrangeté pour créer cette petite plante adorable. Et c'est ainsi que chaque Pokémon a un nom qui capture son essence unique. Les créateurs ont dû s'amuser à mixer les mots comme dans un cocktail Pokémon. Une dose de charme, une pincée de feu, et voilà, on a notre charmillon. Alors la prochaine fois que vous attraperez un Pokémon, souvenez-vous que son nom est plus qu'un simple son mignon. C'est une formule magique qui capture tout son caractère.
Les noms des lieux dans Counter-Strike ne sont pas là par hasard, les développeurs ont pris une carte du monde, l'ont secoué un peu et ont dit « Bon, où allons-nous larguer nos joueurs pour qu'ils se mettent sur la tronche ?» Prenez Dust par exemple, ce nom ne sort pas de nulle part, c'est une carte basée sur une zone de la ville marocaine de Casablanca. Casablanca, la ville romantique qui a aussi servi de terrain de jeu pour nos gunfights virtuels. On peut presque imaginer des terroristes et des contre-terroristes en train de se disputer dans des ruelles étroites pendant que Rick's Café joue en arrière-plan. Et que dire de Inferno? C'est comme si on avait transplanté un coin d'Italie dans le monde de Counter-Strike. Les ruelles sinueuses, les balcons pittoresques, tout ça sur fond d'explosions et de tirs nourris. On pourrait presque sentir l'odeur des pizzas fraîchement cuites en pleine fusillade. C'est fou de penser que chaque coin de ces cartes emblématiques a une histoire du monde réel. Les développeurs ont dû se sentir un peu comme des architectes de l'apocalypse, créant des zones de combat épiques inspirées de lieux authentiques. Alors la prochaine fois que vous serez en plein d'affrontements dans Dust 2, souvenez-vous que vous n'êtes pas seulement en train de jouer à un jeu, vous explorez des endroits inspirés par notre propre planète. Les développeurs d'Atari et leur habitude de cacher leur nom dans les jeux. Alors revenons aux années 80, l'âge d'or des salles d'arcade et des pixels qui faisaient rêver. Les développeurs d'Atari, ces maîtres du code et de l'art du joystick, avaient une petite habitude discrète mais géniale. Ils ont commencé à cacher leur nom dans les jeux, un peu comme des artistes signant leur œuvre, mais en version secrète et pixelisée. Imaginez ces génies du code en train de se dire on devrait laisser notre empreinte dans les jeux. Quelque chose que les joueurs astucieux pourraient découvrir. Et ainsi est né l'Easter egg originel, où les développeurs dissimulaient subtilement leur nom dans les lignes de code. C'était comme une chasse au trésor virtuel, où les joueurs curieux pouvaient découvrir le nom de ces magiciens du code, qui leur offraient des heures de divertissement pixelisées. On peut presque imaginer les développeurs en train de se taper dans le dos et de se dire « Eh regardez ça les gars, on va laisser notre empreinte dans l'histoire du jeu vidéo ». Et c'est ainsi que des noms comme Warren Robinett ont été immortalisés dans des endroits secrets des jeux Atari. Robinett lui-même a dissimulé son nom dans le jeu Adventure, considéré comme l'un des premiers easter eggs de l'histoire du gaming. C'était un peu comme si les développeurs nous faisaient un clin d'œil, nous les joueurs, pour nous montrer qu'ils étaient là, cachés dans les pixels. Et voilà, on a passé en revue ensemble quelques anecdotes qui ont secoué nos certitudes sur le monde des jeux vidéo. Ces faits croustillants nous rappellent que derrière chaque pixel, il y a une histoire, un brin de créativité, et parfois même une bonne dose d'improvisation. Maintenant, la prochaine fois que vous croquerez une pizza, ou que vous vous baladerez dans Casablanca, vous vous souviendrez peut-être de ces anecdotes qui ont ajouté une touche magique à nos expériences de jeu. Je ferai certainement d'autres épisodes consacrés à ces anecdotes qui nous en apprennent plus sur le monde magique de nos jeux favoris. Pour revenir sur la dernière vidéo, je suis très content, elle a permis à beaucoup d'entre vous de découvrir la chaîne et d'apprécier mon travail. Alors concernant les commentaires, j'ai répondu à un maximum de personnes, j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que j'aurais pu mieux faire. Je prends en compte toutes vos critiques, tant qu'elles restent dans le respect bien évidemment, et sachez que je ferai toujours ce qu'il faut pour progresser et améliorer mes contenus. Sur ce, je vous souhaite la bonne vie, la bonne année, profitez de la vie et profitez de vos proches. Allez, à la prochaine les petits joueurs!